Chapitre 15. Côme, le 10 janvier 2018. Sam Brennan était sur le balcon de sa chambre d'hôtel, dans le peignoir blanc qu'il avait enfilé en sortant de la douche. Il se rasait en admirant le lac, agréablement saisi par la fraîcheur du petit matin. Les premiers rayons du soleil venaient à peine de franchir la montagne sur sa droite et réveillaient les jolies nuances de bleu à la surface de l'eau. Un petit bateau de pêche s'éloignait en silence vers le large, dessinant à peine un sillon d'ondes scintillantes à sa traîne. La veille, Sybil Sheldon avait fait reporter leur rendez-vous quotidien. Trop fatiguée, elle a besoin de se reposer aujourd'hui, lui avait dit Julia, la brune aux yeux très bleus. Sam espérait pouvoir retourner à la villa aujourd'hui. Il ne pourrait pas rester éternellement à Côme. Il serait tôt ou tard appelé ailleurs pour couvrir l'actualité dans d'autres pays européens. Son téléphone portable sonna dans la chambre. Il éteignit son rasoir et alla le chercher. C'était Jennifer, l'assistante de rédaction. « J'ai quelques nouvelles musicales. »« Génial !»« Ne t'emballe pas, bien au contraire. J'ai eu Joël Jobé au téléphone. Le piano demande une réparation assez lourde. Tous les feutres à changer, le sommier aussi, le vernis de la table d'harmonie, sans parler des touches d'ivoire à repolir et autres détails dont j'ignorais l'importance dans ce genre d'instrument. Bref, ça représente un certain budget. T'as eu un feu vert en interne ? J'attends d'abord de retrouver le pianiste. Ton Jérémy Flanagan reste aux abonnés absents pour l'instant. Si on ne le retrouve pas, le piano perd un peu de son intérêt, non ? Ouais, c'est vrai. Reconnut Sam à regret. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire à cette heure. On va continuer les recherches sur Flanagan. Et tiens-moi au courant. Je te laisse, j'ai un double appel. Bye. Un coup d'œil à l'écran. C'était la villa de Sheldon. Allô ? Bonjour, monsieur Bernan. Julia à l'appareil. Il avait déjà reconnu sa voix et son accent irrésistible. Hello, Julia, comment allez-vous ? Très bien. Et madame Sheldon aussi. Elle se sent reposée et accepte de vous recevoir. Est-ce que 15 heures à la villa, ça vous convient ? Ah, c'est comme si j'y étais. Lyon, le 18 juin 1964. Yvan Raffaud ajusta son nœud de cravate devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel lyonnais où il avait passé la nuit. Puis, il serra jusqu'à ce que le col de la chemise blanche soit bien plaqué autour de son cou. Sa mission d'audit du Pygmalion représentait un enjeu de taille. Depuis son échec du mois dernier, quand le fonds d'investissement américain avait décidé de placer 2 millions de francs dans une entreprise industrielle de moyeux, de camions du Maine-et-Loire. Yvan avait préconisé dans le rapport d'audit de conserver toute l'équipe de production. Mais ces maudits ouvriers s'étaient avérés inefficaces dès l'investissement signé, et pire encore, avaient osé faire grève pour protester contre l'entrée au capital de fonds étrangers. Un mois plus tard, la situation était encore bloquée, de gros clients avaient fui et l'entreprise était au plus mal. Le directeur du fonds l'avait convoqué et avait été très clair. Un nouvel échec était exclu. Bref, il était sur la sellette. Le moindre faux pas, et il était cuit. S'il en avait eu la possibilité, il aurait pourtant refusé la mission sur le Pygmalion, car elle ne lui inspirait rien de bon. D'abord sa phobie de l'eau, sa terreur de mourir noyé remontait à la surface à l'idée de passer 8 jours sur un bateau. Évidemment, ça ne se disait pas. Hors de question de passer pour une gonzesse. Cette phobie le hantait depuis son plus jeune âge.
et surpassait même en intensité son autre angoisse, encore plus difficile à avouer, les cris de femmes, et d'une façon générale, l'expression des émotions féminines fortes. Il se méfiait des femmes et restait autant que possible à distance, ce qui lui convenait par ailleurs très bien. Un énorme gain de temps comparé à ces idiots de collègues à qui il arrivait de tomber amoureux. Tomber amoureux, mais totalement irrationnel. Il ne faut pas mettre des sentiments là où il est question de flux d'hormones, aussi stupides que les soirées que certains passaient à draguer, à alimenter de fausses conversations, où chacun perd son temps au lieu d'aller à l'essentiel. Mieux valait s'adresser, comme lui, à des professionnels à qui il n'y a guère point besoin d'adresser la parole. Le tarif n'était certes pas négligeable, mais si l'on tenait compte du facteur temps, c'était rentable. 5 minutes, douche comprise, la douche après bien sûr. Et au moins, quand elle commençait à gémir, il pouvait leur demander de se taire, ne pas parler, ne surtout pas crier. Que le Pygmalion soit dirigé par une femme était donc la deuxième raison pour laquelle cette mission ne l'emballait pas. D'ailleurs, une femme n'avait rien à faire à un poste de direction. La troisième tenait à l'activité de l'entreprise, et il ne l'aurait pas non plus avoué à son chef. Son histoire personnelle ne regardait que lui. Ses parents avaient eu un restaurant quand il était gamin. Un mauvais souvenir. Il restait seul le soir dans l'appartement au-dessus, seul à chercher le sommeil dans le noir, avec ses peurs, qu'il avait peu à peu appris à réprimer. Mais cela avait demandé du temps, et ces mauvaises années étaient restées gravées dans sa mémoire. Le restaurant avait mal tourné. Ses parents avaient commis l'erreur de mettre des sentiments dans les affaires. Trop gentil avec le personnel. Ils trouvaient des excuses aux retardataires, aux erreurs commises. Ils avaient fini par faire faillite, et leur couple n'y avait pas résisté. La famille avait volé en éclats. Mais la leçon qu'il en avait tirée, lui, avait depuis servi de ligne de conduite, lui donnant une force et une supériorité sur tous ses collègues. Dans la vie, l'intelligence s'oppose au sentiment. Je sortis de la confrérie, gonflée à bloc et pleine d'énergie. Ma personnalité de type 3 me donnait plus que jamais envie de relever le défi et de réussir. 7 jours. C'était court, mais le challenge était d'autant plus excitant. Je pris le funiculaire en planifiant mentalement mes actions de la journée. J'étais tellement concentrée que je remarquais à peine le mendiant qui passait de voyageur en voyageur, la casquette retournée à la main. J'avais du pain sur la planche au bateau. La journée promettait d'être bien remplie. Je repassais en coup de vent à la maison, déposai le dictaphone. Alors que j'étais sur le pas de la porte, j'entendis sonner le téléphone et courus répondre. C'était Alain, mon copain du fisc. Sibylle, je suis dans une cabine de la rue. Ne m'appelle plus au bureau, s'il te plaît. Tu peux me joindre à la maison le soir si tu as besoin. D'accord. C'est important, sinon tu vas m'attirer des ennuis. Ok. Bon, maintenant, donne-moi le nom de ta confrérie. Oh, t'es un ange. C'est rare que les contribuables me disent ça. La confrérie des Kélias, rue de la Loge. J'ai oublié le numéro. Je vais voir ce que je peux glaner comme info. Tu me mets dans une position délicate, tu sais. C'est vraiment pour toi que je fais ça. Mais tu me sauves la vie. Et surtout, ne m'appelle plus au bureau. Je raccrochai et filai au bateau. Je descendis à pied toute la colline de la Croix-Rousse. Le funiculaire se faisait trop attendre au milieu de journée.
En bas des pentes, je pris la rue Terne, puis la rue d'Algérie, pour rejoindre les quais et passer devant un joli salon de thé que je ne connaissais pas, sans doute fraîchement installé dans le quartier. Mon œil fut attiré par une accroche inscrite au blanc de Meudon sur l'une des vitres. Le dimanche, formule thé avec pâtisserie à volonté. Je m'arrêtai net. Pâtisserie à volonté? Première fois que je voyais un truc pareil dans un salon de thé. C'était franchement révolutionnaire. Je pris le temps d'étudier la carte, les tarifs et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Plutôt classe, on sentait du bon goût et du professionnalisme. Je repris mon chemin en tournant l'idée dans tous les sens. Au bateau, on n'avait guère d'activité à l'heure du thé. En dehors du déjeuner et du dîner, on parvenait certes à attirer un peu de monde pour l'apéritif, mais l'après-midi, le bateau restait la plupart du temps désert. Et si je faisais pareil? Si j'offrais des pâtisseries à volonté à l'heure du thé? Un concept totalement novateur. Plus je visualisais sa réalisation et le succès attendu, plus je m'appropriais cette idée. Au bout d'un moment, c'était devenu mon idée à moi. Et j'en étais fier. Au fur et à mesure qu'elle prenait forme, des idées complémentaires germaient dans mon esprit sur la façon de la promouvoir. J'arrivai au bateau enthousiaste, je filai droit sur Bobby et lui assignai la réalisation en urgence d'un gros calicot à accrocher sur le bastingage. 16h, 17h, pâtisserie à volonté. Et je lui demandai d'ajouter en travers la mention « unique à Lyon ». On a tout ce qu'il te faut dans le coffre à l'entrée de la salle des machines. Je compte sur toi pour que ce soit en place à 14h. Ouais. Je savais trop ce que signifiait cette acceptation de façade. Bobby, je sais que tu en es capable. T'es débrouillard et quand tu veux, t'as beaucoup d'énergie. Ouais. Faut juste que je finisse de huiler toutes les charnières des coffres à gilet de sauvetage. Ça grince dès qu'on les ouvre. Bobby. Quoi? On s'en fiche que les coffres à gilet de sauvetage grincent ou pas. Alors, tu vas laisser ça en plan et t'attaquer dardard à mon calicot. Tu m'entends? Ouais. 14h, Bobby. Il faut qu'ils soient en place à 14h. Tu vas y arriver, je le sais. Allez, action, mon vieux. Et je gratifiai d'une bonne tape sur l'épaule. Ce type était une calamité, un loser fini. On n'en ferait jamais rien. Je me rendis dans mon bureau et appelai le cabinet de recrutement auquel on s'adressait de temps en temps. Je voudrais voir ce que vous avez comme candidat à un poste d'homme à tout faire. Profil mécanicien généraliste. Jeune, dynamique, disponible de suite. Une expérience en milieu maritime ou fluvial serait un plus. Dans la foulée, j'allais retrouver Manon dans la grande salle. C'est elle qui chaque midi écrivait le menu du jour à l'ardoise, et j'avais repéré sa belle écriture. Je lui donnai pour consigne de réaliser des petits flyers à distribuer avec l'addition à la fin des repas, pour inciter les clients à revenir pour le thé. Puis je filai en cuisine. Rodrigue, tu sais que les clients raffolent de tes pâtisseries, n'est-ce pas? Alors ça m'a donné l'idée d'en proposer un buffet à l'heure du thé. On va faire le plein avec les touristes de passage sur le quai. On lance ça dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui? Mais tu ne te rends pas compte du travail. Je vais prolonger d'une heure ou deux le contrat du gars de la plonge pour qu'il t'aide après le déjeuner. Michel? Elle n'est pas pâtissier. C'est sans importance. Je ne veux pas des pâtisseries fines. C'est pour les touristes. On ne fidélisera pas. On s'en fiche. Au contraire,
Faire des gâteaux bourratifs, ça coûtera moins cher et ils en prendront moins. Des gâteaux bourratifs? Je vais pas dévaloriser mon art. Je suis pas ouvrier à la chaîne, moi. J'ai mis la main sur son épaule. Rodrigue, t'es le meilleur des cuisiniers. Tu fais des plats et des desserts d'une grande finesse. Mais sur ce coup-là, j'ai besoin de toi pour qu'on vise plutôt la quantité, tu vois. C'est pour la bonne cause, pour relancer la machine, redresser les finances du bateau. On en a tous besoin, notre avenir est en jeu. Et je sais que je peux compter sur toi. Je dis ça en le regardant dans les yeux, avec confiance et gratitude, tout en pressant affectueusement son épaule. Je sentis qu'il était sensible à mon attitude chaleureuse. Il acquiesça. J'avais gagné. Dans la foulée, je pris une autre décision. Rebaptiser tous les plats de Rodrigue. Fini les assiettes au nom déprimant. Après le service de midi, je convoquai Catel dans mon bureau. Cette jeune arriviste avait les dents aussi longues que ses jambes. Tant mieux. J'allais m'en servir à mon profit. D'ailleurs, accessoirement, si je la mobilisais plus sur son travail, elle chercherait moins à me piquer le mien. J'ai vu, lui dis-je quand elle entra, que tu formes régulièrement tes serveurs aux techniques de vente. Bien sûr. C'est très bien. Je voudrais qu'au-delà de ça, tu leur donnes des objectifs de chiffre d'affaires, et notamment de chiffre moyen par couvert. Elle sembla un peu surprise de ma demande. Un objectif mensuel? Le chiffre mensuel m'a paru secondaire, puisque ma période d'essai prenait fin dans moins de 7 jours. Un objectif quotidien sera plus stimulant, car ils verront le résultat chaque jour, et ça les motivera pour le lendemain. Ok. Donc, un objectif quotidien sur le chiffre d'affaires du restaurant et un objectif de panier moyen. Pas sur le chiffre du restaurant, sur le chiffre de chaque serveur. Je veux qu'ils puissent se comparer les uns aux autres. Il n'y a rien de plus motivant que d'essayer de faire mieux que son collègue. Elle ne nia point, alors j'enchaînai. L'objectif quotidien, sur le chiffre global du restaurant, il sera pour toi. Je te transmettrai les détails dans l'après-midi. Quand elle quitta le bureau, je pris une seconde pour me rejeter tranquillement en arrière dans mon fauteuil. Pour la première fois depuis sa nomination, Catel ne m'avait pas prise de haut, et je savais que cela tenait plus de ma posture, de mon attitude, de ma vision de moi-même, que du contenu de notre conversation et de mes demandes. J'aurais pu lui dire mot pour mot la même chose 3 jours plus tôt, sans jamais avoir le même effet. Pour la première fois de ma vie, je me sentais l'âme d'un leader. Je me fis monter un plateau repas par Corentin et déjeuner en calculant les objectifs à assigner. Ce qui en fait est fait n'est plus à faire. En début d'après-midi, j'accueillis l'auditeur dont Charles m'avait parlé avec appréhension. J'avais moi aussi conscience de l'enjeu pour nous tous, mais j'étais confiante. Nous saurions démontrer le potentiel de l'activité. Il arriva à 14 heures précises, tandis qu'on entendait sonner les cloches de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Engoncé dans un austère costume gris, le regard morne et les cheveux en brosse, il me serra la main poliment, mais sans le moindre sourire. Il me sembla à la fois affirmé et distant, déterminé et malheureux. Dans ses yeux un peu globuleux, aucune étincelle qui révélerait sa motivation à agir et réussir. Le genre de gars qui rit quand il se brûle. Mais mon intérêt consistait malgré tout à lui plaire, à être bien évalué dans son rapport d'audit et à obtenir de lui un feu vert pour l'investissement du fonds américain. Je l'invitai à me suivre dans mon bureau et lui demandai ce qu'il attendait de moi pour mener à bien son audit. Malgré son attitude fermée, qui le rendait difficile à cerner, je sentis progressivement le personnage, un homme pour qui la rationalité était érigée en mode de vie. Je sentis aussi le type de directrice qu'il valoriserait, qu'il reconnaîtrait comme compétente. En plus, cette image
se formaient dans mon esprit, et plus je devenais moi-même cette personne, dont je sentais qu'elle serait appréciée, jusqu'à en être l'incarnation. Je me mis à m'exprimer de manière factuelle, sans aucune expression émotionnelle. Mes propos étaient concrets, précis, logiques, rationnels. Je fis une présentation très factuelle de notre activité, des comptes d'exploitation et de chacun des membres de l'équipe. Il déclina ma proposition de faire le tour du bateau pour les rencontrer. Pas nécessaire pour l'instant, dit-il froidement. Mais il me posa sur chacun des questions ayant trait à la mission et aux résultats. Il me demanda un bureau pour étudier les dossiers en paix. N'en ayant pas de vacant, je lui donnai le choix entre partager un coin du mien ou s'installer dans une cabine libre, dans la cale, où nous rangions la boîte à pharmacie et des accessoires de premier secours, une sorte d'infirmerie qui ne servait guère. Il opta pour cette dernière. Je lui fis visiter, et quand il vit le hublot positionné sous la ligne de flottaison à travers laquelle on voyait sous l'eau, il eut une grimace indéchiffrable. Il s'y installa malgré tout avec mes livres de compte, et on ne le vit plus de l'après-midi. En remontant, je décidai de passer saluer Charles. Je m'apprêtais à frapper à la porte de son bureau quand je reconnus la voix de Catel à l'intérieur. Pourtant atténuée, comme pour ne pas être entendue. Naturellement, je tendis l'oreille. Nathan, disait-elle, a rejeté la demande d'un client qui voulait changer de plat après l'avoir commandé. Il lui a dit que c'était trop tard, que la cuisson était en route. Le client furieux est parti en laissant tout en point. Tout dépend, dit la voix de Charles. Au bout de combien de temps le client a changé d'avis? Mais on ne peut pas rembarrer un client comme ça. Je vais vous dire, ce Nathan est un boulet qui plombe le restaurant. C'est un mauvais exemple pour tout le monde. Écoutez, à vous de voir, si vraiment vous pensez qu'il faut vous en séparer. Le problème, c'est que Sibylle le couvre. Pourquoi dites-vous ça? Ils sortent ensemble. Mon sang ne fit qu'un tour. Comment ça? Dit Charles. Ils sont en couple. Qu'est-ce qui vous fait croire des choses pareilles? À cet instant, j'entendis quelqu'un approcher et je m'éclipsai. Je me rendis directement dans la grande salle et fis un signe à Manon qui s'approcha. Tu es au courant de ce qui s'est passé avec Nathan? Elle confirma la version de Catel. Nathan abusé. Je lui avais dit 100 fois d'avoir plus d'empathie avec les clients, de ne pas leur tenir tête, même quand ils avaient tort. Catel me tenait là. Lors de notre entrevue, ce matin, mon professionnalisme nouveau avait dû la surprendre et l'alarmer. Elle passait à la vitesse supérieure pour m'éliminer. Il fallait agir vite. Je convoquai Nathan dans mon bureau. Il m'y rejoignit quelques minutes plus tard. Je laissai volontiers la porte ouverte pour que Charles puisse nous entendre. Je repris le fait qui lui était reproché, écoutai sa version, puis fus très clair avec lui. Ce qu'il avait fait était un manquement. Un manquement à ses obligations de service et d'accueil du client, élément constitutif d'une faute grave. Il me regarda d'un air incrédule, mais je tins mon cap sans ciller. D'ailleurs, dans l'instant, je ne ressentis rien, absolument aucune émotion. Mon intérêt profond était en jeu, et les sentiments qui auraient pu nuire à mon objectif étaient aux abonnés absents. J'avais toute ma vie été embarrassée par ces sentiments mal placés, qui entravaient mon action et m'empêchaient de réussir. Difficile d'affirmer sa position quand on sent qu'elle peut faire souffrir l'autre. Difficile de défendre son intérêt quand on veut aussi préserver celui de l'autre. Je m'étais souvent retrouvée empêtrée dans des émotions contradictoires et des décisions impossibles. Et là, soudain, je me coupais de mes sentiments de façon tout à fait naturelle, sans aucun effort. C'était comme si je ne ressentais rien pour Nathan, comme si nous n'étions pas en couple. Je n'avais qu'une seule chose à l'esprit,
et elle mobilisait toute mon attention, toute ma volonté, toute mon énergie. Obtenir d'être confirmé à mon poste dans 7 jours. Tout le reste était secondaire s'il ne servait pas cet objectif. J'informai Nathan de son licenciement avec mise à pied immédiate. Une demi-heure plus tard, il quittait le navire. L'opération pâtisserie à volonté fut une vraie réussite. Les clients affluèrent, des touristes pour la plupart, qui firent une razzia sur les gâteaux de Rodrigue et de son plongeur. Gros chiffre, bonne marge. Je vis dans les yeux de Charles qu'il était impressionné, et j'en profitai pour vanter les autres décisions de la journée. Mise en place d'objectifs pour Catel et les serveurs, et bien sûr le licenciement de Nathan. Je savourais, sur ce dernier point, d'avoir coupé l'herbe sous le pied de ma rivale. Licencier ce serveur, un mois à peine après son embauche? C'était donc une erreur de recrutement ? Demanda Charles. Pas du tout. Je l'avais recruté en planifiant de le licencier au bout d'un mois. Ça m'évitait d'embaucher un intérimaire pour gérer le surcroît de l'activité. C'est beaucoup moins coûteux de recruter en CDI et de licencier dans la période d'essai. On n'a pas à payer la prime de précarité. Il acquiesça, manifestement admiratif de mon calcul. En une pirouette, j'avais réussi à transformer un acte de népotisme devenu un échec en réussite totale. J'avais en effet décidé dans la foulée du départ de Nathan de capitaliser doublement sur l'événement. Auprès de Charles, bien sûr, pour afficher ma détermination et démentir les affirmations de Catel. Auprès de l'équipe aussi, pour les mobiliser. J'avais brièvement rassemblé tout le monde pour annoncer le licenciement, en expliquant qu'on ne pouvait tolérer que les insuffisances d'un équipier nuisent au résultat du restaurant au détriment de toute l'équipe. La situation financière étant ce qu'elle était, chacun devait donner le meilleur de lui-même pour contribuer à redresser la barre. Je comptais sur eux et, j'en étais convaincu, la réussite serait bientôt au rendez-vous et ça serait une victoire pour tous. M'appuyer sur l'émotion de l'autre était pour moi irrésistible parce qu'efficace. Vous serez fiers de vous, leur avais-je dit. Je serai fier de vous. L'entreprise saura exprimer sa reconnaissance en se montrant généreuse pour chacun. En formulant cette promesse, je croyais sur le moment sincèrement à ce que je disais. Il n'y avait pas de calcul de ma part, non. J'étais sincère. Mais cette sincérité était la vérité de l'instant. J'étais porté par l'impact de mes paroles sur l'assistance, porté par la volonté de gagner, et dans cette spirale de réussite, j'aurais promis n'importe quoi, en y croyant dur comme fer, dans l'instant. En milieu d'après-midi, je reçus un appel du responsable du service communication de la mairie de Lyon. Nous avions, me dit-il, planifié un cocktail dînatoire pour 80 personnes dans un restaurant pour samedi prochain. Or, cet établissement vient d'être condamné à 8 jours de fermeture par les services d'hygiène. Nous devons en urgence trouver un autre lieu. Toujours affiché complet. Le succès appelle le succès. Notre salle est réservée tous les week-ends pour les 6 mois qui viennent, mais vous avez beaucoup de chance. Je viens juste d'avoir un désistement pour ce samedi. Un mariage annulé, les pauvres. Ah, en effet, c'est de la chance. J'ai entendu parler de votre bateau par un ami de ma femme qui est client, mais je ne vous connais pas personnellement. Vu les délais, je n'aurai absolument pas le temps de venir. Nous avons besoin d'un lieu chic, positionné haut de gamme. Nous avons des invités de prestige, et monsieur le maire sera présent. Est-ce que le Pygmalion répond à ces critères ? Ah oui, totalement. C'est un bateau ancien, parfaitement restauré, version luxe. Nous louons régulièrement la salle à des diplomates, des chefs d'entreprise. Ah, très bien. On a même organisé récemment la soirée d'anniversaire de Charles Aznavour. Un petit mensonge ne fait de mal à personne, surtout quand c'est invérifiable. Mais ajoutai-je, en prenant un ton somptueux, quel est votre budget ? En l'entendant bafouiller, je devinais être parvenu à mes fins. Je le forçai à revoir son prix à la hausse pour ne pas se ridiculiser.
Disons environ 10 francs par convive, enfin à peu près. Habituellement, j'en demandais 7. 10 était un budget royal. Mais dans sa situation, le gars était coincé, sans alternative, je le tenais. Je regrette, ça ne va pas aller, monsieur. Mon tarif est de 13 francs par personne. Parce que c'est la mairie de Lyon et que le maire nous honorera de sa présence, je veux bien vous offrir un prix spécial de 12 francs par convive. Mais vous comprenez que je ne descendrai pas au-delà. Ah oui, bien sûr, je comprends. Bon, je vais voir, je mets une option et je m'en occupe. Ah non, monsieur, à ce tarif-là, je ne peux pas vous accorder une option. Nous avons trop de demandes. Les listes d'attente sont longues. Si vous êtes intéressé, il me faut un feu vert tout de suite. Ah oui, bien sûr, en effet, je comprends, eh bien. Disons oui, c'est d'accord. Je prends sur moi d'avoir un accord en interne. J'en fais mon affaire. Très bien. Félicitations, le Pygmalion est à vous pour samedi soir. En fin de journée, je pris un peu de temps pour faire quelques calculs. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À ce rythme-là, les résultats de la semaine allaient faire exploser tous les compteurs. Je serais confirmé à mon poste et surtout, enfin, reconnu de tous. Je fis un tour par la salle de pause pour récupérer les commentaires. Ce retour d'image pouvait être utile pour me permettre d'améliorer ma communication et gagner en impact. L'évier débordait de tasses sales empilées. Aucune importance. Les clients n'y avaient pas accès, et cela ne nuisait en rien à l'efficacité des équipes. Je pris les bouts de papier et retournai m'enfermer dans mon bureau pour les lire. Les quelques messages laissés se voulaient critiques, sauf un qui me décrivait trop belle. Sous couvert d'anonymat, certains se dédouanaient sans doute de leur incompétence en me reprochant pêle-mêle mensonges, hypocrisie ou encore vantardise. Sans doute la signature de quelques fainéants pétris de jalousie. Ce qui avait animé mes paroles tout au long de la journée, c'était la volonté de motiver les gens, leur donner un élan positif, l'élan de se bouger pour aller de l'avant et réussir tous ensemble. Transmettre cette formidable motivation qui m'animait moi-même depuis le matin et que je voulais partager. Heureusement, ce n'était pas quelques jaloux qui allaient saper mon nouveau moral de battante. Au contraire, cela me donnait encore plus envie d'avancer. Réussir et oublier les envieux. La jalousie est l'apanage des médiocres. En début de soirée, je surpris Jeff en train d'essayer de manipuler Paloma pour qu'elle le remplace au bar avant le début du concert. Paloma était tellement généreuse qu'elle était capable de céder, au risque de désacraliser son image de chanteuse auprès de nos clients. Surtout pas. Jeff, l'interpellai-je. Il leva vers moi un regard coupable. Laisse Paloma tranquille, s'il te plaît. Paloma se tourna vers moi. Il ne m'embête pas, il a un souci. C'est normal que quelqu'un se dévoue pour lui venir en aide. Jeff restait silencieux. Qu'est-ce qu'il y a comme match ce soir ? Lui demandai-je. Il réprima un sourire et j'ajoutai dans la foulée. Retourne au bar, s'il te plaît. Il s'exécuta. Jeff s'arrange régulièrement pour que d'autres fassent le travail à sa place. Et toi, tu as besoin du temps qui précède le concert pour te mettre en condition, tu le sais bien. Je suis capable de m'en passer, dit-elle avec une pointe de fierté. Je n'en revenais pas de voir en elle les schémas de pensée qui avaient été les miens la veille, quand j'avais une personnalité de type 2. Combien de fois l'avais-je vue, épuisée par la succession des concerts, sacrifier son repos mérité en fin de soirée pour prolonger un récital jusqu'à une heure indue, juste parce que le public l'espérait. Sa capacité à donner beaucoup d'elle-même pour les autres, associée à un certain dédain pour ceux qui ne se montraient pas dignes d'apprécier ses sacrifices, me rappelait l'état d'esprit dans lequel je me trouvais la veille, quand je cherchais inconsciemment la gratitude des autres pour me construire une bonne image de moi-même. Paloma, je sais exactement ce que tu ressens. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais pour les autres,
et de la gratitude qu'il t'exprime en retour, mais pas du tout. Je n'attends rien en retour. J'aide les autres par altruisme. Je n'ai besoin de rien. Naturellement, elle niait. La veille, je n'aurais pas supporté que l'on me dise dépendante du regard de l'autre pour construire mon identité. J'étais bien trop fière pour le reconnaître. Paloma, tu n'as pas besoin de ça pour avoir de la valeur, tu. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je n'ai besoin de personne, moi. Je me suis faite toute seule. Je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit. Retirer ses illusions était mission impossible. Nul n'aurait réussi à ma place. Ce soir-là, je quittais le bateau avec une idée en tête. Reconquérir Nathan. J'avais viré le pauvre comme un malpropre et je lui devais naturellement des explications. Il était suffisamment intelligent pour comprendre. Après tout, c'était aussi pour lui que je travaillais. Mon salaire étant supérieur au sien, c'était moi qui faisais vivre le couple. Ma réussite serait la sienne. Mais au-delà de sa compréhension de la situation, je voulais qu'il retrouve pour moi l'élan du premier jour. Je voulais revoir dans ses yeux la lueur de désir qui s'était étoilie au fil du temps. Je fis un détour par les boutiques chics de la presqu'île et ne tardai pas à trouver ce que je cherchais. La parure de sous-vêtements la plus raffinée et surtout la plus sexy que j'ai jamais osé porter. Puis je filai à la maison et nous eûmes un tête-à-tête, une explication qui, comme prévu, se passa bien. Je lui vendis la situation en arguant qu'il disposerait désormais de plus de temps pour se consacrer à sa thèse de doctorat. Je réussis à cibler le cœur de ses préoccupations et il se laissa convaincre. Je m'éclipsai ensuite dans la salle de bain pour une douche rapide qui s'avéra horriblement glacée. Je décidai d'appeler le propriétaire le lendemain sans faute. Puis j'enfilai mes nouveaux dessous et déposai 3 gouttes de Chanel, numéro 19, dans mon cou. Quand je rejoignis, ainsi paraît Nathan dans la chambre, les lumières de la ville, filtrées par les persiennes, dessinèrent des motifs chatoyants sur ma peau nue. Et je me sentis comme une danseuse sur la scène d'un cabaret, éclairée par le feu tamisé de projecteurs colorés. J'étais celle que l'on admire. J'étais la plus belle et la plus sexy des femmes. Nathan sentit le sommeil fondre sur lui, comme chaque fois après l'amour. Il était encore abasourdi par la scène de sexe torride qu'il venait de vivre. Jamais Sibylle ne lui avait fait un truc pareil. Comment aurait-il pu imaginer ça, quelques heures auparavant, quand il écoutait ce matin les paroles sordides enregistrées sur le dictaphone? Tout ça était totalement incompréhensible. Jamais il n'oserait avouer l'espionner ainsi. Et pourtant, il brûlait de savoir ce qu'il se passait. Ces derniers temps, les changements lui échappaient complètement. Pourquoi Sibylle changeait-elle à ce point d'un jour à l'autre? Le licenciement, elle avait sans doute eu raison de le faire, mais sur le moment, son attitude l'avait glacée. Non seulement elle ne lui avait jamais parlé aussi froidement, mais il ne l'aurait jamais imaginé être capable de le faire. Tandis qu'il glissait dans les bras de Morphée, la voix sépulcrale de l'homme résonnait encore dans son esprit. Au fond de vous, tout au fond de vous, se niche maintenant une peur immense, une angoisse profonde, l'angoisse d'être une personne qui ne vaut rien. Quand vous reviendrez à vous, vous l'aurez totalement oublié. Mais cette angoisse guidera pourtant la plupart de vos actes dans la vie.
en restant enfoui au plus profond de votre inconscient. Au même instant, installé dans un fauteuil club au bar de l'hôtel de Lion d'Or où il résidait, Yvan Raffaud relisait ses notes du jour en buvant un whisky. Dehors au loin, une église sonna minuit. Quelque chose clochait dans cette entreprise. Comment pouvait-il y avoir un tel décalage entre la personne responsable du management, Sybil Sheardon, manifestement volontaire, pro et organisée, bien qu'étant une femme, et le reste de l'équipe essentiellement constituée de tocards incompétents. Son expérience dans les autres structures avait toujours montré un lien, une tendance. Un patron désorganisé avait une équipe désorganisée. Un patron structuré parvenait à cadrer le travail de l'équipe. Un chef fantasque avait une équipe à son image. Un chef raisonnable transmettait son sérieux aux collaborateurs. La hiérarchie jouait un rôle de modèle, en positif comme en négatif. Pensif, Yvan Raffaud prit une gorgée de whisky. Ce décalage compliquait sérieusement son analyse. L'absence d'explication logique n'indiquait jamais rien de bon. Quand c'est fumeux, c'est foireux. J'eus du mal à m'endormir. Ma performance sexuelle me laissait une drôle d'impression. Comme si la fierté y avait remplacé toute autre émotion. Ma nuit fut animée d'un drôle de rêve. J'étais de l'eau, un cours d'eau, et je me déformais au gré du paysage. J'étais lisse et calme dans les vallées, tumultueuse dans les descentes, violente dans les cascades. J'avançais, et cela seul comptait. Cela seul avait de l'importance, jusqu'à ce que 3 grands oiseaux me survolent en me regardant. « Je suis rapide, n'est-ce pas ?» dis-je fièrement, capable de dévaler une montagne en moins de 3 minutes. « Certes, » répondirent-ils en chœur. Mais je ne vis point d'admiration dans leurs yeux. « Regardez comme je suis transparente, » ajoutai-je. « C'est exact, » dirent-ils d'un ton détaché. « Et je suis capable de porter à moi seule des milliers de poissons. » En effet, et de tous les conduire vers la mer. C'est bien. Mais leur compliment me sembla plus poli que ressenti. Je suis capable d'irriguer sur mon chemin des centaines de champs de blé, d'orge et de maïs. Très bien, dirent-ils, sans avoir l'air impressionné pour autant. Cela me donnait envie d'en faire encore plus, d'être encore plus rapide, de porter encore plus de poissons, d'irriguer encore plus de champs, de battre tous les cours d'eau de la terre entière. Et là, enfin, ces 3 oiseaux seraient forcés de reconnaître ma valeur. « Et vous, que réussissez-vous à faire ?» leur lançai-je, agacé par leur indifférence à mes succès. Ils se regardèrent un instant, puis répondirent en chœur. « Nous réussissons à être nous-mêmes. » Si vous croyez qu'on va vous admirer pour ça, pensai-je sans le formuler. Mais ils durent lire dans mes pensées, car ils ajoutèrent aussitôt. Rares sont ceux qui nous aimeront vraiment pour notre succès, mais nombreux sont ceux qui peuvent nous aimer pour qui nous sommes véritablement. Encore une pensée de fainéant, me dis-je. D'ailleurs, reprirent-ils, tu nous as dit tout ce que tu fais, mais pas qui tu es. Je m'apprêtais à leur répondre quand je pris conscience que j'allais me définir par mes actions et mes résultats. Mais comment faire autrement ? Soudain, l'image du majestueux cours d'eau à laquelle je cherchais à coller se détacha de moi. Sa splendeur et ses prouesses s'éloignaient. Et je me retrouvais mise à nu, privée de sa grâce, à quoi j'existais aux yeux de tous depuis des années. Et tandis que cette image du cours d'eau s'évanouissait, ma propre image se refléta à sa surface,
Et je découvris ce que j'étais véritablement, une petite fille, rien qu'une petite fille, ne sachant pas faire grand-chose, n'ayant aucune grande réussite à son actif, une petite fille sans intérêt. Désespérée, je levai les yeux vers les 3 oiseaux et découvris stupéfaite de l'amour dans leurs yeux. C'était incompréhensible, et en même temps, il n'y avait rien à comprendre. Ils me lancèrent des feelings que j'attrapai sans réfléchir, et je m'élevai alors dans la vérité de mon cœur.